Le Grand Entretien, l'émission politique hebdomadaire de RCJ. Invité du Grand Entretien ce matin, Pierre Lellouche, secrétaire d'État au commerce extérieur. À mes côtés, Yves Doré. Pierre Lellouche, bonjour. Merci d'être avec nous. On est content de vous avoir parce que vous êtes à la fois dans une fonction importante pour les événements qui se déroulent actuellement et dont on va parler aussi parce que vous êtes un spécialiste des relations internationales, né en Tunisie, un pays qui vous est cher. On va commencer, si vous le voulez bien, par ces convulsions dans le monde arabe. Nicolas Sarkozy, le président de la République, au dîner du CRIF, a salué le printemps des peuples. Il a dit qu'il fallait aider les peuples sans s'ingérer. Comment est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que c'est possible d'aider sans s'ingérer? Et comment on fait pour ne pas s'ingérer dans ces événements? Non, je crois que c'est la bonne ligne. C'est la bonne ligne que de dire respect et amitié pour ces peuples qui aspirent à la liberté, soutien de la transition démocratique, et notamment pour ce qui me concerne, maintien de notre présence économique. En Tunisie, on a 1200 entreprises qui font vivre 100 000 personnes tous les mois. Donc, dès le premier jour, je les ai appelés à rester, à continuer à travailler, à employer des Tunisiens. Au total, dans le monde arabe, on a quelque chose comme 60 milliards d'euros d'investis et on emploie 300 000 personnes. Donc c'était vraiment un point de stabilité très important. Je viens de voir le ministre du Développement économique de la Tunisie, qui était d'ailleurs l'ancien vice-président de l'Université Dauphine. Donc il faut absolument les aider, oui bien sûr. Dans cette transition, ça passe par notre présence économique, ça passe aussi par, s'ils le souhaitent, l'aide politique au niveau de tous les partis politiques. Ils sont en train de fabriquer des partis politiques, une nouvelle constitution. On a fait ça en Europe de l'Est. Moi, je suis assez vieux pour l'avoir vécu. À l'époque, j'étais le conseiller de Jacques Chirac, conseiller diplomatique au moment de la chute du mur de Berlin. Nous avons, le RPR de l'époque, mais aussi les socialistes de l'époque, nous avons aidé ces pays à se constituer des partis politiques nouveaux, des constitutions nouvelles. Il faut les... Mais alors, sans pour autant s'ingérer dans le processus de transition lui-même, et sans dire, faut qu'il se passe ci ou ça. Mais on n'a pas joué un peu le mauvais cheval, par exemple, sur l'Union pour la Méditerranée, avec Moubarak? Mais absolument pas. L'Union pour la Méditerranée n'est possible qu'avec ce grand pays qui est l'Égypte. Je reviens à ce que je voulais dire. On ne peut pas mélanger tout avec tout. Il y a des convulsions, vous avez raison, dans le monde arabe, parce qu'il y a des conditions objectives au fait que le monde arabe, sorti de la colonisation turque après la guerre, après 1920, quand l'Empire ottoman a été démantelé, il y a eu la colonisation, puis après il y a eu l'après-guerre, les nationalismes arabes. Toujours est-il que ce monde arabe de 300 millions d'habitants, il ne fait pas partie des gagnants de la mondialisation. Malgré tout l'argent, du pétrole, du gaz, malgré d'immenses ressources. Il ne fait pas partie des gagnants. À cause de la corruption? Il y a des problèmes de gouvernance, bien évidemment. Il y a aussi des générations nouvelles, dont certaines sont très formées. En Tunisie, l'un des problèmes du gouvernement précédent, qui le savait d'ailleurs, c'était une jeunesse très qualifiée et déclassée. C'est vrai dans beaucoup de pays arabes. Beaucoup de gens commencent à être diplômés, ils ont accès à la télévision. En Tunisie, tout le monde parle français. On regarde la télévision française tous les jours. Donc, on ne peut pas en même temps comparer ce qui se passe en Tunisie et le poids de la Tunisie avec celui de l'Égypte. En Égypte, les différences sociales sont beaucoup plus grandes, et l'Égypte est le pivot du monde arabe, et se voit comme le pivot du monde arabe, sur lequel est assise la stabilité de l'ensemble de la région, face à des pôles qui sont musulmans, mais qui ne sont pas arabes. L'Iran d'un côté, qui est chiite et perse, la Turquie de l'autre, qui est l'ancienne puissance coloniale. Donc l'Égypte, c'est très important. Donc dire on va renverser, hop, au revoir Moubarak, laissons les Égyptiens décider eux-mêmes comment ils vont gérer la transition. Pierre Lellouche, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que maintenant c'est un vaste mouvement qui s'est enclenché dans l'ensemble du monde arabe, qu'il va y avoir forcément un effet domino après la Tunisie, il y aura d'autres pays qui vont avoir cette aspiration démocratique, qui vont, pourquoi pas, renverser leurs dirigeants?
Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'on ne peut pas comparer l'Europe de l'après-guerre froide avec ce qui se passe dans le monde arabe, parce que les histoires sont pas les mêmes. Deuxièmement, je pense que en Europe, vous voyez à quel point le processus est long. Le mur de Berlin est tombé il y a 20 ans. On a déversé des milliards d'euros. On a intégré beaucoup de ces pays dans l'Union européenne elle-même. Et pourtant, vous voyez qu'il y a eu des conflits dans les Balkans. Il y en a eu dans le Caucase. Il y a encore des poussées nationalistes très fortes. Regardez ce qui se passe en Hongrie, par exemple. Ou dans différents pays de l'Est, des minorités plus ou moins maltraitées. Je pense aux Roms. Donc vous voyez, et tout ça, c'est en étant membre de l'Union. Prenez maintenant un monde arabe qui est très divisé, très hétérogène. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un Marocain et un Soudanais. Le Soudanais se considère comme des Arabes. Enfin, en tout cas, le régime se considère comme arabe, à la différence des Africains. Un Imirien dont le niveau de vie est de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, et un Jordanien qui est à 2000 $ par an, PNB par tête. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il y a évidemment la même aspiration. Tous les hommes ont envie de liberté, de représentativité. En même temps, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas cacher, c'est le poids de la religion musulmane, le mélange entre nationalisme et religion qui a caractérisé l'histoire de ces pays. Vous savez, dans les années 20, au moment où la domination turque s'arrête, le courant intellectuel arabe se divise en deux. Il y a ceux qui prônent le retour à la religion, les frères musulmans, Hassan el-Banna, et les héritiers des frères musulmans, on les a aujourd'hui en Égypte et ailleurs. Et l'autre tendance, qui était d'ailleurs tenue par des intellectuels chrétiens, libanais et syriens, c'était le nationalisme arabe. Mais ces deux notions se sont trouvées mélangées. On va parler des frères musulmans. Donc et on va parler de... C'est pas simple de dire comment... Est-ce que tout va naturellement basculer de l'un à l'autre ? Personne n'en sait rien en vérité. Mais ça dépend de la résilience des régimes. Avant d'en venir aux frères musulmans et à ces deux tendances qui travaillent les pays dont on a parlé, sur l'Égypte et sur la Tunisie, vous dites la consigne est toujours pour les touristes, pour les entreprises, de rester sur place et de continuer à y aller ? Du point de vue de la France, il faut aider ces peuples, oui, et il faut les aider sur le plan économique. Je pense que la Tunisie est très particulière. Il y a une classe moyenne. Il y a une femme qui est libérée de Bourguiba. Ça fait 50 ans que la femme tunisienne va à l'école. Elle a le droit de vote. Elle portait plus le voile jusqu'à des années récentes. Ça a été importé, ça, ensuite du Golfe, bien après. Mais il y a une histoire de tolérance en Tunisie. C'est Carthage, la Tunisie. C'était tout le monde vivait ensemble, juifs, chrétiens et arabes. Dans ma famille, on parlait 3 langues. Les gens pratiquaient plusieurs religions dans le même immeuble. Il n'y avait aucun problème de ce genre. Jusqu'à 67, puis la guerre de 91, mais pour d'autres types de tensions. Donc j'ai confiance, moi. J'ai confiance dans le peuple tunisien pour gérer cette transition, fabriquer des partis politiques modérés et fabriquer une alternance démocratique. En Égypte, c'est plus compliqué parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand, 10 millions d'un côté, 80 millions de l'autre, peu d'espace, beaucoup plus dépendant de l'aide internationale, ne serait-ce que pour manger. L'aide alimentaire, elle vient des États-Unis, elle vient de l'Union européenne à coût de plusieurs milliards d'euros par an. Mais en même temps, c'est un pays qui s'était ouvert. J'entends que Moubarak est critiqué, mais enfin, l'Égypte était ouverte sur le monde. D'ailleurs, plus que la Tunisie de Ben Ali, où la kleptocratie avait plutôt tendance à la fermer. Le Maroc s'est ouvert sur le monde. Le Maroc est déjà le statut avancé de l'Union européenne. Je sais, c'est moi qui l'avais négocié avec mon collègue marocain à l'époque. Donc je pense qu'en Égypte, il y a plusieurs tendances qui s'opposent. C'est trop tôt pour dire. Mais il y a une vraie tendance à l'ouverture. Il y a une classe moyenne aussi. Mais il y a aussi des fellahs qui n'ont rien dans les campagnes. Donc ça va être un processus probablement plus long. Alors vous parliez des frères musulmans et d'Hassan al-Banna, son petit-fils, le fameux Tariq Ramadan, oui, qui bien, un expert de l'islam, souvent autoproclamé, oui, dans les médias français, anglo-saxons, etc. Il vient de donner explique, donc il explique que les frères musulmans, c'est une organisation qui ne doit pas faire peur,
qui ne recourt pas à la violence. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on a l'impression aussi que le président des États-Unis, Barack Obama, qui soutient plutôt les négociations avec aussi les frères musulmans, est aussi de cet avis. Quelle est votre opinion sur cette organisation ? Ce qui est clair, c'est que, et c'est là qu'il faut revenir à l'essentiel, la révolution dite du jasmin en Tunisie, les mouvements en Égypte ou même ailleurs, ne sont pas islamistes. C'est même un désaveu des islamistes. Les gens ne descendent pas dans la rue pour crier au nom d'Allah ou crier ou insulter l'Occident ou la haine des Juifs. Il n'y a aucune de ces choses en fait. C'est une aspiration à un mouvement dans ces sociétés qui sont, c'est vrai, figés depuis longtemps. Et donc il y a une aspiration à être... Bon, mais au deuxième tour, ils arrivent quand même. Hein. Ils sont dans les négociations. Alors après, il faut faire ceux qui reviennent d'exil en Tunisie. Et après, il faut Égypte. faire attention, naturellement, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de prudence et laisser C'est pour ça que je ne veux pas m'ingérer. C'est aux Tunisiens, aux Égyptiens, aux autres de gérer leur transition. Bien souvent, quand on a des régimes autoritaires et qu'on n'a pas de parti politique démocratique en face, la seule force qui existe dans le monde musulman, c'est la religion. C'est ce qui s'est passé il y a 30 ans en Iran, quand les Américains, mus d'ailleurs par le même réflexe, devant les images de rue, etc., on appelle au changement et à la transition, qu'est-ce qui s'est passé ? Chapour Bakhtia est arrivé comme l'idiot utile, diraient les marxistes, pendant quelques mois, puis il a été éliminé, et Khomeini et les plus radicaux ont pris le pouvoir, et ils sont toujours au pouvoir 30 ans après, et le monde continue à en payer les conséquences, notamment ces jours-ci en termes de prolifération, mais aussi de soutien à des organisations ultra-violentes qui n'aident pas franchement le processus de paix, comme le Hezbollah ou le Hamas. Bien. Il ne faudrait pas arriver à ce même type de réflexe dans la rue arabe aujourd'hui. Il faut avoir conscience qu'en Égypte, les seules forces organisées, notamment sur le plan caritatif, présentes dans les endroits difficiles, et même d'ailleurs dans certains quartiers très pauvres en Tunisie, sont des réseaux d'assistance islamique, frères musulmans et autres, dont les leaders peuvent avoir un dessein politique, d'instrumentalisation politique de l'islam pour retourner à un régime de fermeture, de dictature au profit de la religion. C'est une réalité, c'est pas insulter l'islam que de dire ça. Il y a des gens qui veulent instrumentaliser la religion comme instrument de pouvoir. C'est pas du tout le cas, je pense pas du tout de la majorité du peuple tunisien. Et je pense pas du tout d'ailleurs de la majorité du peuple égyptien. Mais ce qu'il faut, c'est, en face de ces forces qui existent, avoir des forces laïques et démocratiques. Et c'est ça qu'il faut avoir le temps de construire. C'est pour ça qu'on appelait à la transition immédiate, comme j'ai entendu certains le dire, moins en France d'ailleurs que chez certains de nos grands alliés. Les Américains, l'administration... transition immédiate, en abandonnant donc de facto l'allié d'hier, c'est peut-être aller un peu vite en besogne quand les forces politiques... dans un pays comme la organisées. Tunisie, le RCD est le parti quasiment exclusif, donc avant de voir une alternative laïque et démocratique, il va falloir beaucoup de temps. Je ne crois pas, parce qu'il existe une classe moyenne en Tunisie. Il existe beaucoup de gens qui ont été formés ici en France, dont le ministre, par exemple, beaucoup de ministres actuels. Ils savent notre vie politique au quotidien. Non, j'ai confiance. Je pense qu'ils peuvent arriver à construire des partis politiques. Est-ce qu'on peut aussi prendre des gens du RCD et en faire on a vu ça nous-mêmes ici en France après la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle a recyclé des gens qui étaient même à Vichy parfois, comme. Il y a eu plein de gens recyclés en Allemagne, Allemagne de l'Est. Oui. Il y a plein de gens recyclés en Allemagne. Il y a eu plein de gens recyclés en Russie. Vous savez, on ne va pas réinventer une génération en quelques mois. Donc, et puis, dans les gouvernements qui se sont succédés en Tunisie, tout le monde n'était pas kleptomane. Ce qui était kleptomane, c'était l'entourage. C'était assez séparé d'ailleurs, parce que au fond, Ghanouchi, que j'ai rencontré moi dans mes fonctions précédentes, y compris en Libye d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens là-dedans. Quand ils n'avaient pas les ministères régaliens, sécuritaires et autres, qui étaient des techniciens, des technocrates, et beaucoup de technocrates en fait. Donc je pense que les Tunisiens peuvent arriver, j'ai confiance moi, ce qu'il faut c'est être présent, continuer à les aider économiquement, les aider à accéder le plus vite possible au statut avancé à l'Europe. Il faut que l'Europe se mobilise en direction du monde arabe, et surtout ne coupe pas les ponts. Alors, vous nous dites, Pierre Lelouch, en France, on est quand même plus prudent que
l'administration américaine sur ces questions. Je n'ai pas dit ça comme ça, j'oserais pas. Disons que je trouve que notre position est équilibrée, voilà, et que ça n'a pas toujours été le cas de certains autres. Mais enfin, il y a eu quand même, il faut bien le reconnaître, et vous devez le reconnaître, il y a eu beaucoup de couacs diplomatiques, il y a eu des déplacements controversés. J'aimerais, comment vous expliquer que la diplomatie française, qui est censée bien connaître le monde arabe, il y a une époque pas si lointaine où on appelait le Quai d'Orsay la rue arabe, comment vous expliquez que la diplomatie française n'ait rien vu venir? Oh bah, c'est toujours facile. Vous savez, chaque fois qu'il se passe un événement, moi, j'ai bien connu ça aussi aux États-Unis, hein, il y a toujours la question qui a perdu quoi? Who lost China? Who lost Russia? Il y a toujours, une fois que la révolution est arrivée, on dit mais alors pourquoi on l'a pas vu venir? Si moi j'ai ici des livres que j'ai écrits, pour l'un il y a 20 ans, pour l'autre il y a 6 ou 7 ans, où je disais vulgairement, ça va péter. Inévitablement, le monde arabe est sous couvercle, il y a une mondialisation, il y a des pressions très fortes sur ces sociétés, ils sont pris dans des contradictions. Naturellement, l'intensification des échanges, l'explosion de la communication, Internet, la télévision, tout ça est en train de forcer des changements terribles à l'intérieur de toutes les sociétés, y compris la nôtre, naturellement. Et donc, effectivement, il y aura un moment... Mais alors, quand? Facile à dire. Il y a eu un incident qui a déclenché tout cela, la colère populaire. Personne ne l'a vu venir. Ça aurait pu être ce monsieur Bouazizi qui s'est immolé. Dans d'autres cas, il y a eu d'autres cas d'immolation depuis dans d'autres pays arabes. Il s'est rien passé. Où la répression, le système répressif était plus efficace et peut-être plus discret. Ce qui s'est passé, je crois, en Tunisie, c'est que le président Ben Ali était lui-même très malade, qu'une équipe autour de lui, autour de sa femme, ait en fait pris le contrôle de facto, et s'était coupé même de la bourgeoisie tunisienne, puisque tout le monde était racketté. Et donc le système était totalement isolé. C'est ça qu'il aurait fallu voir venir de beaucoup plus près. Est-ce que d'autres l'ont vu venir mieux que nous? Je demande à voir. Je demande à voir. Bon, mais nous, on a eu une ministre des Affaires étrangères donc qui a proposé l'aide donc du savoir-faire français pour remettre de l'ordre. Vous attendez quand même pas que je dise du mal d'une collègue. Non, donc moi, je suis membre d'un gouvernement, solidarité gouvernementale. Point. Je ne vais pas revenir réécrire l'histoire du début janvier. Arriver jusqu'à la question et puis vous y répondrez. Est-ce que Madame Michèle Alliot-Marie, dans l'état actuel des choses, peut jouer pleinement le rôle, notamment vis-à-vis de la Tunisie, que vous préconisez d'accompagnement, de soutien du changement de la transition démocratique? Bon, écoutez, elle a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères à Paris, qui lui a d'ailleurs réservé sa première visite. Ça s'est bien passé au Quai d'Orsay. Christine Lagarde et moi, on a vu le ministre de l'économie. Les relations sont bonnes. J'ai même cru comprendre que le maire de Paris, avec qui j'ai fait voter d'ailleurs à l'unanimité du Conseil de Paris une motion de soutien au peuple de Tunisie, le maire de Paris va y aller bientôt, donc la France entière se rapproche de la Tunisie. Ben, voilà. Et puis la voix de la France est celle du président de la République. Il a tracé le cap. Je veux dire, pas de souci. Pas revenir. Il y a des maladresses qui ont été faites. La ministre s'est expliquée. Je ne veux pas revenir sur cette polémique. Et puis, je parlais plutôt. Je me projetais là dans le futur. Hein. Je ne pas de revenir sur l'incident. Mais... Honnêtement, je ne pense pas. Franchement, les convulsions, pour reprendre votre expression qui est la bonne, les convulsions du monde arabe ne se limitent pas à la personne d'une ministre, fût-elle ministre des Affaires étrangères. Et on ne peut pas, à travers une personne, faire le procès de toutes les complaisances des Occidentaux à l'égard de régimes qui étaient des régimes alliés et amis avec lesquels nous avons à traiter. Je m'excuse, la France reconnaît des pays, elle est pas, on ne choisit pas les, vous savez, on ne choisit pas les gouvernements en place dans les pays étrangers avec lesquels on travaille. Sinon, avec qui, moi, le ministre du Commerce extérieur, je négocierais en ce moment? Si on me dit, monsieur, vous allez négocier uniquement avec des démocraties parlementaires calquées sur le modèle britannique, le tour est vite fait. Alors là, le tour est vite fait. Que je sache, il faut bien qu'on vende nos trains, nos centrales nucléaires, nos systèmes de traitement des eaux à travers le monde, parce que derrière les régimes, il y a quand même une humanité qui se développe. Alors, voilà. Encore un mot, et
on sollicite le spécialiste des relations internationales autant que le ministre. Le président de la République a observé dans son discours du CRIF que on n'a pas crié dans les manifestants n'ont pas crié à bas l'Occident, ils n'ont pas dit à bas l'Amérique, ils n'ont pas dit à bas Israël. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, la politique étrangère de l'Égypte, pour prendre cet exemple-là, ne va pas changer et que le traité de paix est un acquis entre Israël et l'Égypte? Pas nécessairement, non. Parce que personne ne sait l'issue de cette transition, précisément. Et c'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps au temps, ne rien précipiter. Je crois que c'est très maladroit de vouloir s'ingérer dedans. Parce qu'en général, ça se retourne contre soi. Y compris quand on essaye de s'appuyer sur l'armée. Moi, je me souviens d'une période où l'armée du Shah d'Iran, plus proche du Pentagone, c'était pas possible. La même armée, sous Khomeini, est devenue une armée islamiste, qui a ensuite livré bataille à l'Irak. Donc, ne pas s'ingérer, faire preuve de patience et de prudence. La politique étrangère de ces pays évoluera en fonction de la transition démocratique. Il est bien évident que s'il y a un régime, ce que je ne souhaite pas naturellement, mais imaginez 2 secondes un régime islamiste pur et dur dans ce qui est le pivot aujourd'hui d'un monde arabe modéré, s'installer, vous aurez une politique étrangère totalement différente, évidemment. Mais on n'en est pas là. Bon, Pierre Lelouch, il nous reste peu de temps, on a encore beaucoup de questions. Pas d'ingérence, ça a l'air d'être le mot d'ordre. Quand Nicolas Sarkozy, toujours devant le CRIF, prône le dialogue entre Israël et la Syrie et explique que la restitution du Golan aux Syriens est quasiment préalable, est-ce que là, il n'y a pas un peu d'ingérence quand même ? Écoutez, moi je veux dire, il n'y a pas de président de la République, enfin à ma connaissance, qui ait été plus l'ami d'Israël que Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, ça lui a été suffisamment reproché. Je ne peux pas être personnellement suspect d'être anti-israélien, je crois pas. Pour autant, le Golan est aussi quand même l'affaire un peu des Israéliens. Oui, mais bien sûr c'est leur affaire, mais très franchement, est-ce qu'on peut rester sur des situations d'occupation pendant des décennies et des décennies et des décennies, sans que ça finisse par influer sur la stabilité de l'ensemble de la région et donc sur notre propre sécurité à nous Français? Voilà la question qui se pose. Et ça vaut pour le Golan, ça vaut aussi pour l'État palestinien. Nous voulons, et je le dis en tant qu'ami d'Israël, comme le président de la République l'a dit devant le CRIF, il s'est exprimé en ami d'Israël. C'est pas un diktat. C'est de dire, regardez la réalité en face, la seule façon d'assurer à long terme la sécurité d'Israël, c'est d'en passer par la négociation et la paix. Toute velléité de se refermer, évidemment c'est tentant à court terme. Mais est-ce que c'est pas l'objet des négociations entre les Israéliens et les Syriens, justement, le Golan? Est-ce que c'est pas ça qui doit être négocié? Il y a plein de choses qui doivent être négociées. Bon, ce qui est le cœur de la négociation. Non, mais ce qui n'est pas dans l'intérêt d'Israël et ce qui n'est pas acceptable pour la sécurité de la région et de nos démocraties, c'est de laisser perdurer un foyer qui peut être exploité par des gens qui n'ont aucun intérêt à la paix. Quand je vois aujourd'hui l'Iran s'installer comme pays du front par sa présence via le Hezbollah, son influence dans des pays frontaliers, Syrie et Liban, la carte géopolitique de la région change. C'est pas franchement dans l'intérêt d'Israël. Pourquoi est-ce que le Hezbollah, le Hamas prennent autant d'influence par rapport à des partenaires d'Israël, qui est l'autorité palestinienne, le gouvernement jordanien, le gouvernement égyptien? Pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de place? Parce qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'avance pas. Pourrez-vous envoyer, Pierre Lelouch, pourrez-vous envoyer la chose en vous disant le Golan n'a pas été restitué et la frontière est calme, le Sinaï a été restitué et aujourd'hui, vous le dites vous-même, on a un traité de paix qui existe depuis 30 ans et qui pourrait être remis en cause. Qui pourrait, dans l'hypothèse où une révolution vraiment islamiste prendrait le pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois au contraire que la période de modération que nous avons vécue entre Israël et l'Égypte servira utilement à la transition démocratique. En revanche, dans les endroits où se crée un sentiment de blocage et de haine
pendant des décennies né de l'occupation, vous n'avez aucune espèce de chance de fabriquer de la démocratie, que ce soit à Gaza ou que ce soit dans l'opinion syrienne. Donc je dis, la solution, quand je dis, nous disons, nous en France, les amis d'Israël, et c'est pas... Et ce n'est pas une ingérence. Et ce n'est pas une ingérence, d'accord. Non, c'est pas une ingérence, c'est un conseil. Donc de toute façon, personne ici à Paris va négocier à la place des Israéliens ou des Syriens. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de ces peuples et de la sécurité globale du Golfe, de l'Europe, parce que tout ça, c'est le même théâtre stratégique. Il faut bien comprendre. Le conflit du Proche-Orient, parce qu'il dure depuis si longtemps, parce qu'il attire désormais des puissances qui sont hors région israélo-palestinienne ou israélo-arabe. Regardez le poids qu'a pris la Turquie avec l'histoire de la flottille. Regardez le poids que prend l'Iran. Est-ce que c'est utile de transformer le conflit israélo-palestinien en un point d'achoppement sur l'ensemble du théâtre euro-moyen-oriental? Il y a une responsabilité grande des dirigeants israéliens de ne pas considérer que c'est juste une affaire micro-locale et que on va jouer le court terme. Dans le fond, c'est calme, donc je continue. C'est pas une bonne idée, parce qu'un jour, un peu comme il s'est passé en Tunisie, le calme ne dure jamais. Un mot sur le boycott. Pierre Lellouche, vous êtes secrétaire d'État au commerce extérieur et vous êtes un ami d'Israël. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les moyens de lutte contre ces phénomènes de boycott qui se développent, et notamment à l'encontre d'Israël? Vous savez qu'en matière commerciale, les règles sont européennes. Il n'y a pas de compétence nationale française, c'est la réalité des choses. Le commerce européen, il faut le considérer dans son intégrité, d'autant qu'avec Israël, il y a des accords d'association et de libre-échange. Il y a une convention qui est importante avec Israël, qui assure d'ailleurs beaucoup d'importations israéliennes. Donc les affaires de boycott doivent se régler, bien sûr, d'abord au niveau européen, et si tant est qu'il y ait des appels ou des mouvements en boycott, il faut les traiter au niveau européen. Je dis aussi que l'Europe aujourd'hui s'est dotée d'institutions, d'un Parlement européen, où il y a des gens, des députés de tous bords, et qui peuvent avoir des exigences fortes dans ce domaine. Je l'ai vu dans certains cas. Et des exigences qui peuvent avoir des conséquences sur la politique de l'Union. Il faut que, d'ailleurs, prenez le Maroc, par exemple. Le Maroc la prend à ses dépens sur le Sahara occidental. C'est pas toujours très simple, quand on est marocain, de faire valoir son point de vue au Parlement européen. C'est vrai, c'était vrai pour la Tunisie de Ben Ali. Cette affaire de boycott et l'affaire des Palestiniens, évidemment, quelque chose de très présent aussi au Parlement européen. Donc, c'est autre raison pour lesquelles il faut arriver à une solution négociée. Voilà, et tout ça fait partie d'un climat d'ensemble. Mais ce boycott, à vos yeux, c'est une bonne manière d'amener Israël à avoir une autre attitude? Non, on est d'accord. C'est pas ça que je dis. Je ne discute pas de l'opportunité du boycott contre un pays allié, ami de l'Europe, avec les gens dans les partis Europe Écologie, des députés, des sénateurs qui défendent cette idée. C'est pas la position du gouvernement français ni de la majorité. Donc s'il y a des gens qui défendent ce point, qu'ils le défendent. C'est en étant démocratie. Ce que je dis, c'est que naturellement, plus la tension dure, plus des gens seront tentés d'utiliser ce type de rétorsion ou de pression sur Israël. Je préférerais donc qu'on évolue vers une négociation. Nous souhaitons, soyons clairs, nous souhaitons un État palestinien rapidement et que les négociations reprennent rapidement. Il faut en finir avec ce sujet qui est en train vraiment de servir de terreau aux plus radicaux. Alors, on va venir quand même un peu à la politique française, parce que, comme vous l'avez peut-être entendu, la candidature de Dominique Strauss-Kahn à l'élection présidentielle est en train de se dessiner de manière de plus en plus précise. Une petite phrase de son épouse a visiblement amené j'ai bien connu, un débat que vous avez bien connu. C'est la dernière question, et vous avez une minute. Et vous l'avez battu en 1993, Dominique Strauss-Kahn, à Sarcelles, on s'en souvient, donc vous le connaissez bien, ça a été votre adversaire. Est-ce que pour vous, c'est aussi devenu non pas un ami, parce qu'on n'est pas proche, mais enfin quelqu'un, je crois qu'il y a une estime mutuelle entre nous. Oui. Est-ce que c'est un candidat redoutable pour Nicolas Sarkozy?
redoutable par rapport à qui d'autre. C'est bien sûr un bon candidat, c'est quelqu'un d'intelligent, il a ses qualités, ses défauts. Si je l'ai battu aux législatives il y a un peu moins de 20 ans, c'est qu'il doit y avoir quelque part des failles dans la cuirasse. Alors vous allez les donner quelques conseils au président ? Si on me demande, je dirais comment on fait. Alors comment on fait ? Nous, vous le demandez, comment on fait ? Non, si le président me demande, si lui-même est candidat, j'en sais rien pour l'instant. On est à 1 an et demi de l'élection. Moi, je suis dans l'action. Honnêtement, je crois qu'il faut que cette année soit une année utile pour notre pays. Il y a tellement de travail. Le temps de l'élection viendra. Les socialistes ont fixé une date pour leur primaire. Vous êtes l'homme de droite qui connaissait le mieux Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est normal qu'on vous pose la question. Écoutez, je pense que c'est un bon candidat. C'est un bon candidat, mais en même temps, est-ce qu'il rassemble son propre corps ? Parce que c'est quand même la gauche ultra caviar et celle que j'aime bien, celle qui connaît le libéralisme, celle qui connaît la mondialisation. Quand je dis j'aime bien, parce qu'au moins c'est utile de débattre avec des gens qui vous parlent de la réalité du monde, pas qui vous parlent du 19e siècle. Quand j'entends Madame Aubry expliquer que non, tout va très bien, les Allemands, en fait, travaillent moins que nous et sont plus chers que nous, je comprends plus rien. Ce sont des faits, vous comprenez ? Donc je préfère partir sur des faits. Dans la mesure où M. Strauss-Kahn s'occupe aujourd'hui du FMI, il doit savoir comment fonctionne la mondialisation. Et donc les discours qu'il tient à Davos ou ailleurs sont des discours de réalité. Donc si on peut avoir une campagne sur la réalité, ce sera dans l'intérêt du pays. Maintenant, est-ce que lui, et qu'après que le meilleur gagne ? Je pense que le président de la République gagnera s'il est candidat. Mais dans son propre camp, est-ce que Dominique Strauss-Kahn est un candidat de gauche ? Ça, c'est une vraie question. Beaucoup de gens de gauche que je connais considèrent qu'il est de droite et pas de gauche, Dominique Strauss-Kahn. Et vous ? Je considère que c'est un social-démocrate européen. Le seul problème, c'est que le Parti socialiste français et la gauche française n'ont pas fait leur mue social-démocrate. Je rappelle simplement une chose. Mais vous allez comprendre, et je le vis tous les jours, les conséquences de ça. Il y a 10 ans, Jospin était au pouvoir en France, un autre socialiste était au pouvoir en Allemagne, Schröder. Ils ont fait 2 politiques diamétralement opposées. D'un côté, ils ont limité les salaires, introduit la flexibilité de l'emploi, et ils ont rallongé le temps de travail. De l'autre, on a fait les 35 heures, on a renchéri le coût du travail, diminué l'investissement. Le résultat, 10 ans plus tard, c'est que, en termes de commerce extérieur, on est à moins 51 milliards, les Allemands à plus 126 milliards. Donc c'est 2 socialistes. Et quand j'en parle avec M. Schröder, il sait très bien que le Parti socialiste français n'est pas prêt pour faire face à la mondialisation. Alors vous me dites, est-ce que Strauss-Kahn est un bon candidat ? Objectivement, par rapport au problème de la mondialisation. C'est un bon candidat de bien sûr, droite. à condition que la gauche soit sur cette ligne. C'est pas le cas. Donc on va voir. Voilà, on va voir. Pierre Lelouch. Mais moi, comme citoyen, je préférerais débattre avec des gens qui ont une alternative. Je veux dire, ce qui m'embête, je termine là-dessus. 10 secondes. J'ai pas entendu une idée, une position alternative sur rien. Ni sur les retraites, ni sur le coût du travail, ni sur l'exportation, ni même sur la politique étrangère, d'ailleurs, honnêtement. Il y a des boules puantes, il y a des attaques politiciennes, très bien. Mais c'est quoi le leader, c'est quoi le projet et c'est quoi l'équipe ? Je crois que les Français, quand ils auront les deux, ils pourront commencer à comparer et à ce moment-là, les sondages commenceront à avoir du sens. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a un gouvernement, un président qui travaille, qui essaye de travailler, et on a une opposition qui se cherche. Donc, laissons le temps au temps, transition démocratique. Pierre Lelouch, secrétaire d'État au commerce extérieur, merci d'avoir été l'invité du Grand Entretien, un grand entretien que vous pouvez retrouver sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Bon dimanche à tous.